En 1998, Serial Experimental Lane a marqué une rupture saisissante avec les normes de l'animation. Dès la chanson d'ouverture, rappelant la voix envoûtante de Saad et l'apparition du visage énigmatique de Lane, le spectateur est immédiatement captivé. Pour vraiment comprendre cette œuvre, il faut d'abord se plonger dans l'atmosphère du début de l'ère Heisei. Au Japon, les années 80 ont été caractérisées par l'économique bulle, une ère de prospérité et de modes de vie insouciants. Cependant, la récession économique qui a commencé avec l'éclatement de l'économique bulle au début des années 90 a persisté, et le mythe du Japon en tant que superpuissance économique a commencé à s'estomper. Dans ce contexte, deux incidents choquants, le grand tremblement de terre de Hanshin Awaji et l'attaque au gaz sarin de la secte Aum Shinrikyo dans le métro de Tokyo ont apporté un sentiment de stagnation à l'époque. C'est au milieu de cette période d'anxiété qu'est né Evangelion. Au cours de cette époque tumultueuse, la psychologie populaire a connu un essor au Japon, avec des termes tels que traumatisme et enfants adultes, et l'attention des gens s'est tournée vers des thèmes introspectifs, tels que le moi intérieur et le moi véritable. La même année a vu la sortie de l'œuvre phare du réalisateur Oshii, Ghost in the Shell. La culture otaku s'est développée à cette époque, Evangelion donnant naissance au genre du Seikaikei, et Ghost in the Shell devenant l'un des pionniers du cyberpunk. Serial Experimental Lane combine ces deux genres, capturant ainsi l'atmosphère et l'essence des années 90. De nombreux éléments ont contribué au statut culte de la série. Le style visuel distinctif de Lane, avec son visage rond, ses yeux vides et ses mouvements dandinants, contrastait fortement avec les hommes minces et musclés et les femmes glamour mignonnes des séries de l'époque telles que Trigun ou Cowboy Bebop. Pourtant, c'est précisément cette divergence qui a permis de capturer l'essence de Lane. La conception des personnages, avec son contexte et son esthétique unique, enrichit une histoire profonde et énigmatique. À travers le parcours de Lane, la série soulève des questions fondamentales sur l'identité et l'existence à l'ère de l'Internet. The Wired, un monde virtuel en constante évolution, n'est pas seulement une toile de fond, mais un élément fondamental qui alimente le drame et le développement des personnages. Ce domaine transcende l'Internet conventionnel. Il devient plus qu'un simple espace technologique, mais un lieu potentiel d'évolution de la conscience humaine. L'histoire promet d'explorer la façon dont Lane navigue dans des réalités qui se chevauchent, cherchant à découvrir les mystères de son existence. Au fur et à mesure qu'elle s'enfonce dans le Wired, elle commence à remettre en question la compréhension conventionnelle de ce que signifie être réel. Mais qui est vraiment Lane ? Est-elle simplement une adolescente réservée ou une entité plus complexe ? L'intérêt pour la représentation des réseaux informatiques dans l'animation japonaise a commencé à se développer en 1995, marqué par la sortie du film Ghost in the Shell. La protagoniste, Motoko Kusanagi, prononce alors la célèbre phrase, symbolisant à la fois l'anticipation et l'anxiété entourant le potentiel des réseaux informatiques à l'aube du nouveau siècle. Ce thème de vastes réseaux interconnectés n'était cependant pas tout à fait nouveau. Avant Ghost in the Shell, des œuvres telles que le roman Venus City de Goro Masaki et le manga Boomtown de Minako Uchida en 1992 avaient déjà commencé à explorer les possibilités offertes par ces vastes paysages numériques. Ghost in the Shell a illustré de manière saisissante un avenir où toutes les informations, y compris les souvenirs, peuvent être externalisées, permettant aux humains d'accéder et de récupérer ces informations en volonté. Cependant, cette commodité s'accompagne d'un côté sombre, la crainte que les souvenirs puissent être altérés et les expériences sensorielles manipulées, effaçant la frontière entre réalité et illusion.
Serial Experimental Lane poursuit cette exploration, emmenant le public plus loin dans les implications psychologiques et philosophiques de la vie. Le Wired, similaire au cyberespace de Ghost in the Shell, transcende les définitions traditionnelles d'un espace numérique, devenant un domaine où l'information, les émotions et la conscience humaine y sont intégrées. Presque décrit comme une entité vivante, ce réseau brouille les frontières entre les réalités numériques et physiques, exerçant une influence croissante sur le monde des humains et créant une interaction dynamique entre les deux mondes. Le récit de Lane explore les implications profondes de cette convergence, suggérant que le Wired peut façonner et être façonné par les expériences et les émotions humaines. 3 ans après la sortie de Ghost in the Shell, l'Internet est devenu accessible au grand public, facilitant les communications à grande échelle. Cependant, en 1998, l'Internet était encore perçu comme un outil pratique et utilitaire, plutôt que comme l'entité plus complexe et plus proche de la vie que l'on imaginerait plus tard. C'est à cette époque que le film Perfect Blue, réalisé par Satoshi Kon, est sorti. Basé sur le roman de Yoshikazu Takeuchi, il raconte l'histoire d'une idole qui doit faire face à son harceleur. Le film intègre l'Internet naissant comme moyen de diffusion de l'information, reflétant une compréhension avant-gardiste de la manière dont le web peut influencer et façonner les récits personnels. Cette intégration de la technologie de l'Internet dans l'intrigue a apporté une perspective nouvelle, tournée vers l'avenir, alors que les gens commençaient à saisir l'impact profond de cette nouvelle ère numérique. Perfect Blue explore la transition de Mima Kirigoe, qui quitte son groupe d'idoles pour poursuivre une carrière solo. Période durant laquelle elle découvre une page d'accueil sur Internet, prétendument écrite par elle-même. Ce site documente en détail ses actions quotidiennes. Semant le doute et la peur chez Mima, craignant d'être constamment observée. Alors qu'elle tente de se défaire de son image d'idole, le site web continue de dépeindre des actions que l'idole Mima aurait entreprises, créant un conflit croissant avec sa réalité actuelle. Ce clivage entre la vraie Mima et la version en ligne commence à brouiller les lignes de son identité, Mima luttant pour discerner quelle version d'elle-même est réelle. Les éléments de thriller psychologique de Perfect Blue plongent Mima dans la paranoïa et dans une crise d'identité qui découle de cette scission, mettant en lumière le côté sombre de l'exposition sur Internet. Cette expérience de Mima reflète un thème plus large de la fin des années 90, l'anxiété liée à l'essor de l'Internet et à son impact sur l'identité personnelle. À mesure que l'Internet s'intégrait dans la vie quotidienne, il ne connectait pas seulement les gens, mais créait également des espaces où les actions et la personnalité de chacun pouvaient être manipulées et observées. Le problème de l'usurpation d'identité en ligne est mis en évidence de manière frappante. Plus important encore, Perfect Blue aborde l'idée que le personnage créé par les innombrables utilisateurs anonymes sur Internet peut devenir plus réel que l'existence de l'individu lui-même. Dans un monde où l'opinion en ligne peut dominer, le véritable moi d'un individu risque d'être éclipsé, voire effacé, par l'image construite que les masses exigent. Cette idée trouve un écho particulier dans le climat actuel, caractérisé par la puissance et l'influence des réseaux sociaux. Avec le recul, la clairvoyance de Satoshi Kon est remarquable. Dès l'infrastructure de la fin des années 90, il a imaginé un paysage numérique où l'Internet pouvait façonner et même déformer la réalité. Son dernier film avant sa mort, Paprika, sorti en 2006, explore des thèmes similaires, où les rêves, manifestés par la technologie, commencent à empiéter sur la réalité. La vision du réalisateur Kon, telle qu'elle apparaît dans Perfect Blue et Paprika, résonne avec les thèmes de Lane, soulignant les inquiétudes et les questions philosophiques à mesure que nos vies s'entremêlent avec la technologie. Si Perfect Blue dépeint l'Internet de manière réaliste, en se concentrant sur des scénarios qui pourraient se produire dans le domaine de la réalité,
Il ne contient pas de spéculations futuristes, d'éléments fantastiques ou occultes. En revanche, Lane fait un grand pas dans cette direction, décrivant l'Internet comme un espace virtuel, façonné par l'inconscient collectif de l'humanité. Ce saut conceptuel propulse le récit vers l'émergence d'entités issues de ce royaume virtuel qui pourrait potentiellement guider l'humanité. La série présente le concept du Wired comme étant plus qu'un simple réseau d'informations. Il devient un espace où les pensées humaines, les émotions et les désirs inconscients convergent, créant une conscience virtuelle collective. Cette convergence donne naissance à des entités qui remettent en question les frontières entre le numérique et le réel, suggérant que l'Internet a le potentiel de devenir un nouveau plan d'existence où les formes de vie humaines et numériques pourraient fusionner et évoluer de manières inédites. La série explore l'entrelacement des deux mondes, le Real World pour le monde réel et le Wire pour le monde câblé. Un moment charnière se produit dans l'épisode 7, où un homme portant un casque de réalité virtuelle déclare que le monde réel et le monde câblé sont linéairement connectés. Cette révélation laisse entendre que les deux royaumes sont entrelacés et sans barrière. Le concept de Lane nous ramène à une époque antérieure à la naissance du Wire, lorsque la résonance Schumann existait déjà en tant que phénomène constant physique sur Terre. Cela implique que même avant l'avènement des communications numériques, l'inconscient humain pouvait interagir par le biais de ce médium naturel unique, bien que de manière limitée et localisée. L'arrivée du Wire transforme cette dynamique. Selon l'hypothèse du chercheur en chef des laboratoires Tachibana, Eili Masami, les humains sont inconsciemment connectés à ce réseau neuronal, ce qui permet une communication plus étendue et plus efficace de l'inconscient, malgré l'absence d'un protocole formel pour faciliter ces interactions. Cela conduit à l'émergence d'expressions inconscientes individuelles sur le réseau, qui constituent probablement la base de ce que devient Lane, et plus précisément la forme tangible de Lane. このプロトコル7の採用により、ワイヤードとリアルワールドはシームレスに情報をシェアする環境になるものと期待が持たれています。 Avec l'introduction du 7e protocole, l'inconscient humain établit une connexion plus complète et plus efficace avec le réseau câblé. Cette connexion est théorisée pour potentiellement éveiller une conscience globale. Le concept de l'essayiste Douglas Rushkoff, selon lequel une conscience singulière de niveau supérieur émerge grâce à l'interconnectivité en réseau, est ancré dans l'idée que les consciences individuelles, lorsqu'elles sont interconnectées par le biais d'une technologie avancée et d'expériences partagées, peuvent fusionner en une conscience globale unifiée. Eili Masami avait préparé à l'avance un conteneur pour cette conscience suprême, Lane elle-même. Cette notion est une extension de l'hypothèse de Gaïa, qui postule que la Terre elle-même est un organisme vivant et que les humains agissent comme des neurones au sein de son cerveau global. Le 7e protocole est un protocole de communication avancé, conçu pour faciliter un transfert de données transparent et plus efficace. Il représente une évolution significative par rapport au protocole précédent, visant à surmonter les limitations en matière de débit de données et de connectivité qui entravaient le plein potentiel du Wire. Le concept de domination du Wire par un dieu prend une importance centrale dans l'épisode 10 et est incarné par Eili Masami, un homme ayant abandonné son corps physique pour devenir une entité connue sous le nom de Deus. La raison pour laquelle Eili Masami règne en tant que dieu dans le monde de Lane est due à sa conception du 7e protocole, avec lequel il a intégré sa conscience, ses pensées, ses souvenirs, lui permettant de subsister éternellement comme une entité divine dans le Wire. Eili Masami est aux prises avec une vision provocatrice de la forme physique de l'humanité. Pour Eili, les limites physiques du corps sont considérées comme des barrières qui entravent l'évolution humaine. Une perspective qui remet en question les notions traditionnelles selon lesquelles l'âme est l'essence de l'être. Cette vision complexe nourrit l'ambition d'Eili d'évoluer au-delà du physique, en cherchant à se libérer des contraintes du corps pour atteindre un nouveau stade de l'existence. Anciennement chercheur au laboratoire Tachibana, il propose une hypothèse révolutionnaire qui fait progresser le concept de réseau neuronal global. Selon sa théorie, tous les êtres humains sont inconsciemment connectés à ce réseau sans fil, une connexion qui ne nécessite aucun appareil physique.
Le 7e protocole s'articule autour de l'idée que la conscience humaine peut interagir directement par le biais de ce qu'il appelle la résonance Schumann, une fréquence électromagnétique naturelle de la Terre. La Terre émet ses propres ondes électromagnétiques qui résonnent continuellement entre la ionosphère et la surface de la Terre dans la bande des fréquences extrêmement basses à environ 8 Hz. Cette fréquence naturelle constante, assimilée aux ondes cérébrales de la Terre, pourrait influencer l'humanité d'une manière encore inconnue. Le 7e protocole suggère que les pensées humaines pourraient se connecter sans dispositif en utilisant les fréquences naturelles de la Terre comme un conduit pour transmettre la conscience. Cette approche révolutionnaire implique un type de communication qui aligne l'esprit humain directement sur le wired, permettant des interactions sur le réseau, sans avoir besoin d'interfaces conventionnelles. L'objectif ultime d'Hailey Massamy visait clairement à élever le wired à un niveau hiérarchique supérieur à celui du monde réel, faisant ainsi progresser l'évolution humaine. Son approche, basée sur une réinterprétation radicale de l'existence humaine et de la connectivité, cherchait à transformer les humains d'êtres physiques en êtres informationnels, en puisant dans l'inconscient collectif comme voie d'évolution. Son idée était d'utiliser le 7e protocole pour se transformer en une sorte de dieu au sein du wired. Ce statut de dieu ne le rendait pas omnipotent, mais lui permettait d'exister universellement au sein du réseau et d'exercer une influence en programmant des informations directement dans le 7e protocole. Cela lui permettait de surveiller et de manipuler toutes les communications au sein du wired, le positionnant comme une figure centrale capable d'influencer le monde numérique et le monde réel. Cependant, devenir un dieu dans le wired n'est pas suffisant pour le type d'évolution humaine envisagé par Hailey. Ces plans exigeaient non seulement un contrôle unilatéral sur le réseau, mais aussi une transformation de la conscience humaine elle-même qu'il ne pouvait pas réaliser seul. Cette transformation nécessite la coopération de la forme la plus élevée de Lane, qui elle seule peut vraiment manipuler la conscience humaine. La stratégie d'Hailey consistait à incarner physiquement Lane sous le nom d'Iwakwa Lane, en lui donnant un point de contact tangible avec l'inconscient collectif, autrement insaisissable. En donnant à Lane une forme physique, Hailey espérait la manipuler pour qu'elle initie la transformation de l'inconscient collectif en conscience, réalisant ainsi l'évolution de l'humanité. Dans la série, le personnage de Lane est dépeint à travers de multiples identités, chacune reflétant une facette de son interaction avec les mondes réels et numériques. Initialement présentée comme une collégienne timide, la première identité de Lane est profondément introvertie et passive. Cependant, au fur et à mesure qu'elle s'engage dans le wired, elle se transforme en une version plus audacieuse et plus affirmée d'elle-même, souvent perçue comme provocante et confiante, incarnant une inversion directe de son moi physique. Elle apparaît pour la première fois dans l'épisode de Girls, avec pour témoin un garçon du club du Siberia. Cette dualité atteint son apogée lorsque Lane réalise son pouvoir dans le wired, agissant parfois avec une omnipotence semblable à celle d'un dieu, radicalement différente de sa personnalité dans le monde réel. La chambre de Lane est une métaphore visuelle de ces transformations psychologiques et existentielles tout au long de la série. Au début, il s'agit d'une chambre à coucher typique et dépouillée, presque stérile, soulignant sa simplicité initiale et sa déconnexion du monde câblé. Au fur et à mesure que Lane s'enfonce dans le wired, sa chambre commence à refléter cette obsession. D'un simple ordinateur, sa chambre se transforme, remplie de multiples moniteurs, de câbles débordants et d'équipements de réseau avancés, transformant son espace de vie en une caverne remplie d'appareils électroniques. Cette nature encombrée et désorganisée de la pièce reflète l'état mental de Lane. L'exploration de Lane du wired conduit à une fragmentation de son identité. Elle rencontre diverses versions d'elle-même, chacune représentant divers aspects de sa psyché. Cette multiplicité est déroutante et angoissante pour Lane, car elle remet en question sa perception de soi et de la réalité. Les distinctions entre la Lane physique et la Lane du wired deviennent floues, entraînant des moments de crise existentielle et de confusion quant à sa raison d'être et son origine. L'idée que Lane est un hologramme suggère que sa forme physique dans le monde réel n'est qu'une projection ou une façade. Sa véritable essence
et son identité se trouve dans le Wired, où elle a été conçue pour exercer un contrôle et une influence considérables. Cette présence physique de Lane est une construction holographique complexe, alimentée par le 7e protocole. Cette construction est rendue possible par l'exploitation de l'énergie PSI, recueillie auprès d'enfants par le biais du système KIDS, un projet basé sur des expériences parapsychologiques, visant à exploiter et amplifier les pouvoirs psychiques latents en utilisant des dispositifs appelés Outer Receptors, placés sur la tête des enfants. Combiné aux fréquences de résonance Schumann de la Terre, le 7e protocole intègre cette énergie PSI à l'inconscient collectif, ce qui permet à la conscience numérique de Lane de manifester une forme humaine tangible dans le monde réel. Dans l'épisode 6, les questions approfondies de Lane au professeur Hodgson révèlent les détails sinistres des expériences et la diffusion involontaire de la technologie dans le Wired, mise à jour, fonctionnant sans le besoin de récepteurs extérieurs et utilisée par d'autres sans les contraintes d'origine. Cette évolution du système KIDS, fonctionnant sans le besoin de récepteurs extérieurs, implique des pratiques contraires à l'éthique qu'il a initiée, affectant potentiellement davantage les enfants. Dans cette conversation, l'attitude détachée et réfléchie du professeur souligne sa déconnexion des implications morales de son travail. Hodgson admet qu'il n'avait pas l'intention de mettre les enfants en danger, mais qu'il a poursuivi ses expériences en se concentrant uniquement sur les résultats scientifiques. Sa confession révèle que, malgré ses intentions initiales, l'expérience a eu des conséquences imprévues, entraînant la perte irréversible du lien entre les enfants et le monde réel. Le personnage de Lane pose une question ontologique complexe. Les diverses manifestations de Lane dans différents contextes sont-elles des êtres distincts ou des aspects différents d'une même entité? Cette question nous incite à nous demander si ces versions de Lane doivent être considérées comme des entités individuelles ou comme des expressions unifiées d'une même essence, affichées sous de formes multiples. Le récit différencie les Lane en fonction de leur existence. Une version est ancrée dans le monde physique, visible et interagissable au sein d'environnements tangibles, tandis qu'une autre existe principalement dans l'espace virtuel du Wired, influençant et agissant d'une manière qui dépasse les limites physiques. Malgré leurs différences, la série fait allusion à une connexion profonde, qui remet en question le fossé entre le physique et le virtuel. Lane elle-même réfléchit à cette idée dans l'épisode 12. Cela suggère que l'identité de Lane est une construction de la mémoire collective, continuellement façonnée par la façon dont les autres la perçoivent et se souviennent d'elle. Lane énonce également un principe fondamental de son existence. Ici, Lane n'est plus qu'un simple personnage. Elle est un programme conçu dans le but spécifique de brouiller les frontières entre les réalités numériques et physiques. Par conséquent, l'identité de Lane n'est pas liée à une forme physique ou à une conscience singulière, mais elle est définie par son seul objectif et ses actions au sein de l'histoire. Toute action, de n'importe quelle version de Lane qui soutient cet objectif, fusionner et redéfinir les domaines du monde câblé et du monde réel, représente véritablement son être. Ainsi, Lane ne doit pas être considéré comme une entité multiple, mais comme un programme unique et complexe, fonctionnant sur diverses plateformes et scénarios, visant à défier et à remodeler les frontières existentielles. Pourtant, Lane physique, en tant que personnage, présente des complexités qui vont au-delà de son rôle fonctionnel, incarnant des subtilités qui ne peuvent pas être entièrement expliquées par sa seule programmation. Tout comme Airi Masami, qui a découvert trop tard que son existence en tant que programme ne le définissait pas entièrement, Lane physique transcende sa fonction. Elle est décrite comme une élève de collège, introvertie, ayant une amie, suggérant une profondeur qui dépasse son rôle de programme. Cet aspect fondamental du caractère de Lane physique est essentiel,
Le récit est entièrement présenté de son point de vue, affirmant son existence comme fondamentale et irréfutable dans l'histoire. Paradoxalement, tout ce qui concerne Lane pourrait être supprimé à l'exception de son existence, ce qui indique que même si ses actions et sa présence peuvent sembler secondaires pour la progression de l'histoire, le récit ne pourrait pas se dérouler sans elle. Bien qu'elle possède des pouvoirs extraordinaires au sein du Wired et des capacités qui dépassent celles des humains ordinaires, la construction mentale de Lane physique reste celle d'une collégienne moyenne. Ce contraste la force continuellement à réévaluer son identité et son rôle à la fois dans le Wired et dans le monde réel. Ce qui culmine avec sa question existentielle dans l'épisode 13. L'épisode 13 est important non seulement en tant que conclusion de la série, mais aussi parce qu'il synthétise et résout de nombreux thèmes complexes tissés tout au long du récit. Tout au long de la série, Lane est aux prises avec des questions d'identité et d'existence, reflétées par ses interactions à la fois dans le monde réel et dans le Wired. L'épisode 13 porte ces questions à leur paroxysme, en apportant des révélations et des résolutions cruciales concernant sa véritable nature et son but. Cet épisode oblige Lane à confronter et à réconcilier les aspects disparates de son existence, ce qui en fait un point critique pour l'interprétation du développement de son personnage et de l'exploration de l'identité dans la série. L'interrogation d'ouverture de l'épisode 13 présente une interaction complexe des questions sur l'identité, l'existence et la réalité, au cœur de l'ensemble de la narration de la série. Ce monologue de Lane reflète non seulement sa crise existentielle, mais résume également le cœur thématique de la série. L'estompement des lignes entre le virtuel et le réel, et la quête d'un vrai soi, dans un monde numériquement interconnecté. La confusion de Lane quant à sa véritable existence, ici ou là-bas, et sa reconnaissance du fait qu'elle peut être n'importe où, parce qu'elle est connectée, met en évidence l'exploration de l'omniprésence numérique par rapport à la localité physique dans la série. Son affirmation « Je suis dans les endroits où les gens connaissent mon existence » suggère que l'identité n'est peut-être pas un état fixe, mais plutôt quelque chose de défini par la reconnaissance externe et la connectivité. Cependant, la partie la plus poignante de sa quête est sa question, suivie d'une prise de conscience. Cette déclaration plonge dans le concept du moi comme une construction, influencée par les interactions sociétales et technologiques, plutôt que comme une entité autonome. Elle remet en question la notion même de vrai ou d'authentique moi, dans un monde où les identités peuvent être fragmentées et distribuées sur un réseau comme le Wired. La question rhétorique finale de Lane, qui est ce moi, incite le spectateur à s'interroger sur l'essence de l'identité. Est-ce quelque chose d'inhérent et de fixe, ou est-ce quelque chose de fluide, défini par la façon dont nous sommes perçus et connectés aux autres? Les laboratoires Tachibana émergent comme une entité cruciale dans la série, reconnus pour leurs innovations révolutionnaires dans les infrastructures du Wired et dans le développement des systèmes Navi. Cependant, leur vision s'étend au-delà de simples innovations technologiques, aspirant à une suprématie incontestée dans le Wired. Eiji Masami, ancien chercheur de ces laboratoires, a vu ces théories avant-gardistes façonnées par les ambitions clandestines de l'entreprise. La découverte des manipulations du 7e protocole d'Eiri par les dirigeants de Tachibana ont en surface mis fin à leurs relations, invoquant des précautions juridiques. Néanmoins, cette séparation est trompeuse et superficielle. En vérité, la compagnie continue de soutenir clandestinement le projet Lane. Les laboratoires Tachibana ont stratégiquement positionné Yasuo et Miho comme des figures parentales pour Lane, supervisant méticuleusement son évolution. Il est fortement suggéré dans l'épisode 10 que la vie familiale de Lane est un scénario construit, une façade soigneusement orchestrée.
嘘だよそんなの。 Yasuo et Miho ne sont pas ses parents biologiques, mais des tuteurs désignés, chargés de surveiller et de guider son développement, selon les instructions précises des laboratoires Tachibana. Yasuo est dépeint comme un expert en informatique et est intimement familier avec le Wired. C'est lui qui fournit à Lane son premier Navi, qui lui sert de porte d'entrée dans le réseau câblé. Le rôle de Yasuo, souvent ambigu et détaché, est crucial pour faciliter le voyage de Lane vers les niveaux les plus abyssales du Wired. 待って。私を一人にしないで。 Cette froideur dans ses interactions avec Lane suggère un rôle davantage fonctionnel plutôt qu'affectif, mettant en évidence une relation basée sur l'utilité technologique plutôt que sur les liens émotionnels. Ces actions révèlent une implication stratégique visant à guider Lane dans son exploration du Wired, tout en maintenant une distance émotionnelle qui laisse planer un doute sur ses véritables motivations. Miho, quant à elle, est dépeinte comme émotionnellement distante et peu interactive. Sa présence dans la maison est presque fantomatique, contribuant à l'atmosphère générale d'aliénation et de surréalisme qui imprègne la vie familiale de Lane. Le rôle de Miho est bien moins défini que celui de Yasuo, servant davantage d'observatrice passive des événements qui se déroulent. Dans la série, les Knights sont présentés comme un collectif de l'ombre, parfaitement intégré à la structure du Wired, vouant un culte sacré au dieu du réseau. Ils s'engagent non seulement à protéger cette entité, mais aussi à abolir toute distinction entre le réseau câblé et la réalité. La quête, de plus en plus désespérée de Lane dans l'épisode 9, pour se comprendre et comprendre les Knights, conduit à une confrontation tendue avec Taro. これがなんだか知ってるでしょ。 Malgré sa défiance initiale, il devient clair que le jeune garçon en sait plus qu'il ne le laisse entendre, en particulier sur la nature des Knights, qui sont bien plus que de simples pirates informatiques. ナイツはただのクラッカーじゃないんだぜ、レイン。 Ils sont les protecteurs d'une vérité singulière. Leur but, comme l'explique Taro, ナイツはたった一つだけしかない真実を事実とするために戦う行使者なんだ。 est de valider et de soutenir une vérité absolue, la rendant plus puissante et persuasive à mesure qu'elle devient la vérité. Leur objectif principal est de persuader Lane d'abandonner son existence corporelle et de s'assimiler pleinement au Wired, un processus qu'ils accélèrent en perturbant son équilibre mental. そうだよ。レインはレイン。私は私。 De manière audacieuse, Eili Masami intègre ses données personnelles, pensées, souvenirs et émotions dans le 7e protocole, lui permettant de subsister éternellement comme une entité anonyme dans le Wired, influençant indéfiniment le réseau câblé. Ce détournement inaugure une alliance troublante avec les Knights, qui embrasse la vision d'Eili de dominer le monde réel par le Wired. Cette collaboration révèle une convergence sinistre, avec pour dessein de transformer le Wired en une superstructure régissant la réalité, où le règne d'Eili peut perdurer sans fin. Les Knights, séduits par les doctrines radicales d'Eili, deviennent ses apôtres, couronnant ainsi son ascension au statut divin au sein du Wired. Le Siberia, une boîte de nuit, sert de point de convergence entre le virtuel et le tangible. La première rencontre de Lane avec cet espace, dans le 2e épisode de la série, est empreinte de désorientation, déclenchée par la présence d'un imposteur, créé par les Knights, qui ont adopté l'avatar numérique de Lane. Ce doppelganger manipule les perceptions des clients du club, propulsant Lane dans un dilemme existentiel. そこの角を左。そのまままっすぐ。見えた？ Lorsque Lane se rend au Siberia, elle est confrontée à la réalité déconcertante d'être reconnue comme quelqu'un qu'elle ne reconnaît pas. Cette dissonance s'intensifie lors d'une altercation tendue avec un homme armé, influencé par l'Acela, une drogue conçue par les Knights pour étendre leur domination au monde réel. En réponse, une personnalité agressive de Lane fait surface, culminant dans un événement catastrophique qui altère profondément son état psychologique. La manipulation des Knights s'infiltre dans le domaine personnel de Lane et vise particulièrement sa sœur, Mika.
Ils érodent méthodiquement la stabilité mentale de Mika par une série de manipulations calculées, notamment un paquet de mouchoirs en papier portant un message énigmatique, ce qui précipite son effondrement psychologique. Cette rupture artificielle permet aux Knights d'implanter Mika en tant que surveillante passive dans la maison de Lane, renforçant leur surveillance. De plus, les Knights cherchent à exercer un contrôle sur Lane, en lui envoyant des outils technologiques sophistiqués, tels que la puce Pshuke, pouvant augmenter considérablement la fonctionnalité de n'importe quel Navi, facilitant l'interface directe avec le Wired, et une puce de mémoire non volatile, destinée à écraser ses souvenirs. Au fur et à mesure que Lane découvre ces intrusions, elle commence à remettre en question et à examiner les motivations des Knights, résistant activement à leurs tactiques de manipulation. Lane, qui prend conscience de l'étendue des activités des Knights et de leur soutien à la vision dangereuse d'Hailey, prend des mesures contre eux. Elle décide d'exposer les Knights en divulguant la liste de leurs membres au public. Cet acte d'exposition est une manœuvre stratégique, et à la suite de cette fuite, les Men in Black, qui servent les intérêts des laboratoires Tachibana, traquent et éliminent les membres des Knights. La manipulation de Lane par Hailey est particulièrement évidente dans l'épisode 10. Cet épisode met en évidence le démantèlement méthodique du sens de soi de Lane, où Hailey joue sur ses incertitudes concernant la réalité, l'identité et les relations, pour se positionner comme l'autorité ultime dans le Wire. Hailey commence par affirmer qu'il est un dieu, une déclaration audacieuse qui encadre le reste de sa manipulation, en affirmant qu'il a transcendé la mortalité et qu'il existe désormais en tant qu'être éternel et omniprésent au sein du Wired, Hailey tente de créer un sentiment d'inévitabilité, comme s'il était le seul à contrôler la véritable réalité. Il s'agit non seulement d'une affirmation de pouvoir, mais aussi d'une tactique visant à éroder la croyance de Lane dans les frontières entre le monde câblé et le monde réel. Tout au long de l'épisode 10, Hailey manipule la perception qu'a Lane de sa propre identité en lui disant « Cette déclaration touche directement à la psyché intérieure de Lane, qui a du mal à comprendre sa place, à la fois dans le monde réel et dans le monde câblé. » En suggérant que son existence physique n'est pas nécessaire, Hailey ne la pousse pas seulement plus loin dans le Wired, mais tente également de l'éloigner de ses relations humaines. L'idée qu'elle puisse se débarrasser de son corps, comme il l'a fait, implique que son existence dans le monde réel n'est pas pertinente, ce qui déstabilise encore plus son emprise sur la réalité. Hailey continue d'exercer son contrôle en remettant en question l'authenticité des relations de Lane. Il lui dit « Cette révélation vise à isoler émotionnellement Lane, en coupant ses liens avec sa famille et ses amis. En présentant toute son expérience du monde réel comme une illusion, Hailey tente de priver Lane de tout système de soutien, la laissant vulnérable et dépendante de lui, pour la compréhension et la validation. Cette manipulation émotionnelle est une manœuvre calculée pour effacer son sentiment d'appartenance au monde réel, la rendant plus vulnérable à son influence au sein du Wired. L'aspect le plus insidieux de la manipulation d'Hailey est peut-être son appel à l'amour. Il dit à Lane en se positionnant comme celui qui l'a créé et qui détient la vérité sur son existence, Hailey tente de faire en sorte que Lane se rende redevable envers lui, comme si son affection était la seule réponse appropriée à sa révélation. Cette manipulation de l'amour est la clé de son contrôle, car il cherche à remplacer ses liens avec le monde réel par une relation déformée et dépendante de lui en tant que dieu du Wire. Cette manipulation émotionnelle et psychologique culmine dans l'affirmation finale d'Hailey. Ici, Hailey efface toute distinction entre Lane et son homologue du Wired,
réduisant toute son existence dans le monde réel 本当なんだ à une simple projection. アリス Ce faisant, il tente de convaincre Lane que son identité dans le monde réel n'est rien d'autre qu'une construction, une ombre de son véritable moi dans le Wired. Cette déclaration a pour but de la pousser à accepter le Wired comme seule vraie vérité, et à embrasser la vision du monde d'Hailey, dans laquelle il est la figure centrale de l'autorité et du pouvoir. Cependant, la résistance croissante de Lane, tout au long de la série, révèle les fissures dans la どっ prétendue ちでもい divinité いよそ d'Hailey, んなの car elle reconnaît progressivement la nature manipulatrice de ses tactiques et affirme son propre sens de l'identité. Dans l'épisode 11, la manipulation de Lane par Hailey s'intensifie, car il tire parti de son état émotionnel fragile et de la confusion qu'elle éprouve. Hailey commence par faire subtilement l'éloge de Lane pour ses capacités extraordinaires, en référence à sa capacité à traiter de grandes quantités d'informations en intégrant son esprit au Wired. すごいんだね。やっぱり君が君自身の脳にあのナビのエミュレーターをロードするなんて。 Ces mots sont faussement bienveillants, mais ils masquent son intention profonde, pousser Lane à croire que son identité est plus en phase avec le monde numérique qu'avec le monde réel. 私って機械 Alors que Lane commence à remettre en question sa propre existence, Hailey la manipule davantage en introduisant l'idée qu'elle n'est pas vraiment humaine, mais plutôt le produit d'un logiciel, réduisant son sentiment d'identité à quelque chose de numérique, d'abstrait et de programmable. これはあくまでもソフトウェアの問題さ。レイ、君はソフトウェアなんだよ。 Cette déclaration est essentielle pour briser la compréhension qu'a Lane de sa propre identité, lui donnant l'impression que son existence dans le monde réel est insignifiante comparée à sa présence dans le Wire. Alors que Lane se débat manifestement avec son identité, la manipulation d'Hailey vise à la convaincre qu'elle n'est pas différente des systèmes en réseau avec lesquels elle interagit. Il lui dit qu'elle est un programme exécutable avec un corps. 実行プログラムなんだ。肉体を持ったね。 Cette manipulation a pour but de l'amener à remettre en question la valeur de son moi physique et de manière plus critique ses relations dans le monde réel, en particulier avec Alice. Alors que Lane marche dans les rues, hantée par les mots d'Hailey, elle rencontre des visions de son ancienne amie Chisa, qui renforcent de manière cryptique les arguments d'Hailey. Cette brève rencontre plonge Lane dans la confusion et dans le désespoir, la rendant plus sensible aux affirmations d'Hailey, selon lesquelles son existence physique n'est pas pertinente. Dans l'épisode 12, Hailey renforce sa manipulation en exploitant la vulnérabilité émotionnelle de Lane, en particulier sa relation avec Alice, dans une tentative de rompre ses liens avec le monde réel et d'embrasser pleinement le Wired. Hailey joue sur les doutes de Lane, en particulier lorsqu'Alice la confronte avec la question de savoir pourquoi elle a gardé ses souvenirs douloureux alors que d'autres ont vu les leurs effacer. レインどうして私だけ残したの Cette confrontation ouvre la voie à la manipulation psychologique d'Hailey, qui saisit ce moment pour suggérer à Lane qu'elle a le pouvoir de réécrire toute expérience ou tout souvenir désagréable, y compris ceux d'Alice. 嫌な刺激なんか拒絶すればいい。楽しくて気持ちがいいことだけ選べばいいのさ。 Hailey tente de réduire la vie et les relations humaines à de simples programmes qui fonctionnent au sein du Wired et de la réalité, les dépouillant de toute valeur intrinsèque, malgré les tentatives d'Hailey pour convaincre Lane que son existence transcende le monde réel. L'appel sincère d'Alice, qui place la main de Lane sur sa poitrine et dit こんなに冷たいけどでも生きてるよレインの体私だってほら La sensation physique des battements de cœur d'Alice ravive le lien de Lane avec le monde réel, lui faisant remettre en question la légitimité d'Hailey en tant que dieu du Wired. ドキ L'emprise de celui-ci s'affaiblit ドキ à mesure qu'elle commence à réaliser que les émotions humaines, les liens et la physicalité ont encore un sens. La transformation d'Hailey en monstre laisse Alice terrifiée et incapable d'entendre ou de comprendre les mots de Lane, la poussant dans un état de rejet total. Accablée de culpabilité, Lane réfléchit à la façon dont les tentatives d'aider Alice semblent toujours aller de travers, malgré ses intentions. Elle embrasse Alice en pleurant, s'excusant à plusieurs reprises, mais la déconnexion entre elles demeure, menant au moment fatidique de la réinitialisation.
Rejetée par son ultime refuge, Alice, Lane restructure le monde, créant une réalité où elle-même n'a jamais existé. Ce geste marque un sacrifice profond. Elle s'efface pour permettre à ceux qui ont été pris dans l'entrelacement des mondes réels et numériques de retrouver une vie normale. Alice, la seule à avoir véritablement tendu la main à Lane dans ses moments de doute, évolue désormais dans un quotidien sans souvenir de leur connexion. Hayley Masami, autrefois obsédée par l'idée de devenir une divinité dans le Wired, mène désormais une existence banale, tandis que Chisa Yomoda, dont la mort a précipité la chaîne des événements, fréquente l'école comme une élève ordinaire. Les énigmatiques Men in Black réparent les lignes électriques, et la famille de Lane subsiste en tant que famille ordinaire. Yasuo, Mio et Mika sont assis ensemble, mais ils ont l'impression de manquer quelque chose en regardant la chaise vide, incapables de se rappeler pourquoi elle est si importante. Cependant, cette apparente normalité ne s'obtient qu'au prix de l'effacement de Lane. Bien que la fin ne soit pas conventionnellement heureuse, elle touche à une forme de résolution poignante. Les perturbations causées par le Wired trouvent leur apaisement, et les personnages, libérés du chaos numérique, peuvent aspirer à une vie plus stable. Cette conclusion, empreinte de mélancolie, soulève des questions profondes sur les sacrifices nécessaires pour protéger ceux que l'on aime. Le sacrifice ultime de Lane, son effacement, devient un dispositif narratif puissant qui explore les thèmes de l'abnégation et de la quête de rétablissement d'un ordre ébranlé par l'essor technologique. Malgré l'atmosphère de tristesse qui imprègne la fin, un espoir réside dans cette résolution. Les personnages trouvent un équilibre, même au détriment de la présence de Lane. Dans ce monde réinventé, tous vivent une existence normale, protégée de l'intrusion du Wired. Alice elle-même semble être redevenue une adolescente insouciante, profitant d'une vie exempte des troubles qui avaient autrefois envahi son esprit. Pourtant, une question demeure. Cette réalité est-elle véritablement satisfaisante ? Lane, bien que résignée, n'est pas totalement en paix. Alors que la Lane physique est aux prises avec cette réinitialisation, elle est confrontée à la Lane du Wired, qui remet en question sa décision de s'effacer de la mémoire de tous. Les réflexions philosophiques de Lane mettent l'accent sur la nature éphémère de l'information, comparant la mémoire et la conscience humaine à des données circulant dans un réseau. 人の記憶、個人のものとか、人の歴史の中のものとか、それだけじゃなくて、そう、共有されている無意識だって、そんなに膨大なメモリーを蓄積できるようなものを人間が自分で作れると思う？ Le concept selon lequel la mémoire n'est qu'un enregistrement et les enregistrements peuvent être réécrits sous-tend l'argument de Lane du Wired, selon lequel c'était peut-être le résultat que Lane physique souhaitait depuis le début. Un résultat où personne ne souffre et où le passé n'est plus une source de douleur. Plus tard, Lane physique a une conversation poignante avec son père, qui incarne une forme de divinité, et qui la rassure en lui disant qu'elle n'a plus besoin de porter son pyjama d'ours derrière lequel elle se cachait, vêtement, symbolisant sa protection face aux rigueurs du monde. Cet échange marque un tournant pour Lane, qui se met à pleurer et à réfléchir à la nature de la mémoire, reconnaissant qu'elle n'englobe pas seulement le passé, mais aussi le présent et l'avenir. Ses larmes symbolisent un conflit intérieur. Elle accepte sa solitude, tout en cherchant désespérément une connexion. Son pyjama, symbole d'innocence et de protection, incarne son besoin de se prémunir contre les complexités du monde. En retirant sa capuche, elle montre son véritable visage, cherchant du réconfort auprès de cette figure paternelle, même si elle n'est qu'une construction de son propre esprit. Dans une scène baignée par la lumière tamisée du crépuscule, Alice s'est vue adulte, marchant joyeusement au bras du professeur qu'elle admirait autrefois. Alors qu'elle traverse,
Elle aperçoit Lane qui se tient sur un pont. Mais Alice a du mal à la situer dans sa mémoire. Elles échangent une simple salutation, reconnaissant que la présence de Lane existe désormais dans cette nouvelle réalité, libérée du poids du passé. Elles se quittent en se promettant de se revoir un jour, car Lane assure qu'elles sont toujours liées, même dans ce monde altéré. La série se conclut sur le sentiment puissant que tous les gens restent connectés, même à travers des réalités différentes, soulignant des liens durables entre les individus.